Bonjour à tous, donc correction de l'extrait du DS de 2018. Donc le premier exercice quand Newton vit en aide au skater, qui était un sujet de bac. La première partie, donc on vous explique de façon assez longue exactement le saut qu'on va étudier. Il y aura deux parties, le saut et puis quand il slide ensuite entre E et F. Euh, pour la première partie sur le parcours AB. On vous demandait quelle était la nature du mouvement, donc il faut bien lire l'énoncé. On vous dit qu'il se fait en ligne droite, donc le mouvement est rectiligne à vitesse constante, le mouvement est uniforme. 1-2 sur le référentiel terrestre, ça suppose galiléen. Le principe d'inertie permet d'affirmer que le mouvement est rectiligne uniforme. Que si le mouvement est rectiligne uniforme, alors les forces qui exercent sur le système se compensent. Somme des forces, etc. égale vecteur nul. Ensuite, sur la deuxième partie, donc partie du Holly, on s'intéresse du coup sur le parcours CE, donc le skater ici quitte le sol au point C avec une vitesse VC et il atteint le rail au point E avec une vitesse VE dont on ne vous donne pas la valeur. On néglige les frottements sur le parcours CE, donc ça c'est très important. Ça vous dirige déjà dans la résolution de l'exercice. Donnez les expressions 2.1 de l'énergie mécanique du système S au point C et au point E. Donc là, d'une façon générale, l'expression de l'énergie mécanique, et Z est l'altitude du système par rapport au sol, choisi comme référence. On en reparlera un peu après l'altitude de référence qui est le sol. Vous allez voir en fait qu'il y a une erreur dans le sujet, mais ça, vous pouvez très bien faire le sujet quand même sans vous en rendre compte. Mais il y a une petite erreur dans le sujet, vous verrez à la fin. Donc au point C, on a 1 demi de mv c au carré plus mg grand H. C'est là où il ne faut pas se planter, c'est qu'on prend le centre de gravité du skater. Et donc, du coup, le centre de gravité est à une altitude grand H du sol. Donc, c'est cette partie-là. Donc, il faut faire attention ici. Et au point E, ça veut dire que du coup, votre point G a une hauteur h plus petit h euh, pour la hauteur du rail. Donc, on retrouve exactement la même expression, un demi de mv e au carré plus mg h plus h. Grand H plus petit h. Question 2.2, en sachant qu'on néglige toute forme de dissipation d'énergie. Donc, ici, l'expression de la vitesse VE au point E en fonction de G, H et VC. Si on néglige les formes de dissipation d'énergie, l'énergie mécanique se conserve. Donc delta M, EM égale 0, EM au point C égale EM au point E. Ce qui nous amène à écrire du coup l'énergie mécanique au point C et au point E, d'où la question d'avant. Donc là il suffit de recopier, 1 demi de MVC au carré plus mg grand H, 1 demi de MV au carré plus mg grand H plus petit h. Donc au point E, au point C. On simplifie, on multiplie par 2, etc. On extrait. Là, donc là, faites-le ce travail là tout seul. Si vous n'avez pas réussi la question, maintenant que vous savez ce qu'il faut faire, faites ce travail là juste d'extraction de VE. On retrouve VE égale racine de VC au carré moins 2GH. Ensuite, la 2.3, on vous demande de calculer cette valeur. Vous avez toutes les valeurs dans l'énoncé. Attention aux unités, mètres par seconde. Ici, mètres seconde moins 2 et des mètres ensuite pour petit h. Donc c'était 45 cm. Donc ici, 0,45 mètres. Sur la troisième partie, donc là on vous donne encore une fois, remarquez dans tous les exercices on retrouve un peu le même style à chaque fois, on vous redonne des courbes et c'est à vous de déterminer quelle courbe correspond à quel type d'énergie. Donc ici, sur les différentes courbes, donc l'altitude reste constante, donc l'énergie potentielle du coup reste constante, donc il n'y a qu'une seule courbe qui correspond à cela. Donc là je vous ai repris les courbes. Ici, énergie constante, la courbe 2, qui correspond effectivement à l'énergie potentielle de pesanteur. Après, en raison des frottements, la vitesse va diminuer, ce qui veut dire que l'énergie cinétique diminue. Ce qui veut dire que, comme l'énergie mécanique, c'est la somme de EC plus EP, avec une énergie potentielle de pesanteur positive. Ici, vous aurez forcément EP qui doit être supérieur à EC. Donc si vous voulez, comme EP étant la courbe numéro 2, que EM doit représenter EP plus EC, la courbe numéro
1 est forcément l'énergie cinétique et la courbe numéro 3 forcément l'énergie mécanique. Vous pouvez reprendre d'ailleurs les valeurs là pour vérifier, hein. On additionne, on retrouve quasiment la valeur de l'énergie mécanique, donc la valeur de la courbe numéro 3. Question numéro 3.2. On vous demandait l'expression du travail, l'expression littérale du travail de la force de frottement le long du parcours EF. Donc comme d'hab, la définition qu'on a déjà vue dans les exercices, donc je ne redétaille pas forcément. Et ici, on a bien un travail qui est négatif, donc un travail résistant comme toute force de frottement. La question 3.3, donc là, vous devez utiliser la non-conservation de l'énergie, là on vous le dit. Par rapport aux autres exercices, c'est un petit peu plus facile, entre guillemets. Donc vous avez, alors là ils sont peut-être allés un petit peu vite dans la correction. Je vous rappelle juste ici que la variation d'énergie mécanique est égale au travail de E vers F des forces de frottement. Et la variation d'énergie mécanique ici, c'est la variation d'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. Sauf qu'on vient de dire que c'était nul, le potentiel de pesanteur, la variation, pardon, puisque l'altitude est constante. Donc on retrouve l'expression que vous avez ici. Donc la variation d'énergie cinétique entre le point F et le point E, donc c'est EC au point F moins EC au point E, est égale au travail de la force de frottement. On retrouve du coup la valeur de la force de frottement ici, et on lit graphiquement les valeurs de ECE et ECF. Donc pour la lecture graphique, hein, EC correspond à la courbe numéro 1, on va les renoter ici, EPP, EM. Donc ici on lit à peu près 150 pour le point ici, et on lit à peu près 80 pour le dernier point. Donc ici c'est un déplacement de E vers F, donc on retrouve bien ici le point E et le point F ici. Vous retrouvez donc une valeur de la force des forces de frottement de 35 newtons. L'altitude en fait au point E, et que vous calculez l'énergie potentielle, en fait vous ne trouvez pas dans les 320, 310 joules, mais vous allez trouver quelque chose de beaucoup plus grand. En réalité, pour tracer le graphique, ils n'ont pas pris la référence des altitudes au sol, mais au niveau du centre de gravité de la personne. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais ça ne vous empêche pas de continuer à faire l'exercice. Mais voilà, sachez que le graphique il a été pris avec des valeurs qui ont pour référence d'énergie potentielle pas le sol, mais le point G, centre de gravité du skater. Sur la suivante, on retrouve un autre énoncé. Cette fois-ci, on est sur une rampe. Le principe reste le même. Donc on vous dit que le skitter quitte le rail, les roues du skate sont de nouveau en contact avec le sol et roulent sans frottement. Donc très important, encore une fois, sans frottement, ce qui veut dire que l'énergie mécanique se conserve. Et on vous donne une valeur au point K de la vitesse. On vous dit qu'il arrive en haut de la rampe avec une vitesse nulle, et on vous demande de déterminer la hauteur de la rampe. Donc on part de la conservation de l'énergie mécanique, et vous allez voir que la hauteur va apparaître automatiquement. Donc là, on a appelé le point J, le point qui correspond au haut de la rampe, parce qu'il n'est pas nommé dans l'énoncé. Donc la vitesse est nulle à ce point-là, donc le point J correspond à ce point-là. Et le point K est quelque part par ici. Ensuite, à ce point-là, l'altitude est donc du coup grand H toujours, d'accord, qui est la distance entre son skate et le point G, et l'altitude à laquelle se trouve le skate, donc grand petit h prime plus grand H. Donc l'énergie mécanique se conserve, ce qui veut dire qu'au point K et au point J, elles sont égales. On écrit tout simplement les valeurs d'énergie cinétique et potentielle aux deux points. Je vous laisse simplifier, et vous arrivez à cette valeur ici de H', qui est V carré de point K sur 2G. Et petite parenthèse ici, ce
terme-là vaut 0, je vous rappelle, puisque la vitesse est nulle au point J. Donc on trouve à peu près 1 mètre en faisant l'application numérique. Alors juste petite parenthèse, une erreur effectivement dans l'énoncé, parce que si vous prenez les valeurs de voilà, ensuite pour l'exercice qui suivait, donc là c'était un oscillateur, donc nous on a vu le pendule simple, mais il existe d'autres oscillateurs avec des ressorts par exemple. Donc ici rien d'extraordinairement compliqué. Donc là il faut vraiment vous laisser guider par l'exercice, il n'y a vraiment rien d'extrêmement difficile. Vous avez un ressort sur lequel est accroché à une partie fixe, et l'autre côté accroché à un solide S, et la position 0 correspond à la position d'équilibre, on l'écarte de sa position d'équilibre comme le pendule et on lâche. Donc le solide S va osciller autour de cette position d'équilibre comme le pendule, simple, c'est exactement le même principe. Donc ici, sur la première partie, on vous demandait l'expression littérale de l'énergie mécanique du système. Donc là, vous aurez de l'énergie cinétique, comme d'habitude, l'énergie potentielle de pesanteur, je la note quand même, mais je note tout de suite qu'elle est égale à 0, puisque l'altitude ne va pas être modifiée pendant l'expérience. Ensuite, l'énergie potentielle élastique, donc ça c'est cette nouvelle énergie, mais qui est donnée. Donc il n'y a aucun souci ici, vous avez juste à la recopier, et qui dépend uniquement du déplacement par rapport au point O. Donc 1,5 de kx carré plus 1,5 de mv au carré. Question 1,2, à partir de l'enregistrement que vous avez de x de t, on vous demande de trouver à quelle date l'énergie potentielle élastique du système est maximale, et dans ces cas-là, que vaut l'énergie cinétique. Donc là, d'après l'énoncé, on vous dit que le solide est lâché à une abscisse x égale 10 cm, donc 0,10 m, sans vitesse initiale, ce qui veut dire qu'à cette abscisse-là, l'énergie cinétique est minimale, et donc elle vaut 0 puisque la vitesse est nulle, sans vitesse initiale. Ce qui veut donc dire que l'énergie potentielle élastique est maximale. Donc à ce point-là, l'énergie cinétique minimale, elle vaut 0, et l'énergie élastique maximale. Énergie potentielle élastique maximale. Maintenant, vous lâchez votre ressort, donc il va se rapprocher de sa position d'équilibre, x égale 0. Ensuite, il va partir dans l'autre sens, donc avec des abscisses négatives, puisque l'axe est orienté de cette manière. Donc là, on est quelque part par ici, à cet endroit-là, et puis il va arriver ici, à la position extrême de l'autre côté. Donc ici, à x égale 0, on passe par le point O, puis ici on arrive à la position extrême, donc tout à gauche du schéma, x est maximal, donc l'énergie potentielle élastique est maximale, et EC est minimale encore une fois à cet endroit-là. Ensuite, le ressort repart dans l'autre direction, dans l'autre sens, et on repasse par O, etc., donc mouvement périodique. Donc vous avez juste à dire que l'énergie cinétique est maximale à x, l'énergie potentielle élastique est maximale quand x vaut 0 et quand x vaut 0,50, et après le phénomène est périodique. Donc on va le retrouver à 1, à 1,5, etc., etc. La question 1.3, donc calculer la valeur de l'énergie mécanique du système. Donc d'après l'énoncé, on vous dit qu'il n'y a aucun frottement. Donc l'énergie mécanique est constante quel que soit t. Donc on prend par exemple t égale 0, par exemple, on peut prendre n'importe quelle valeur puisque l'énergie mécanique est constante. AEM égale 0, AT égale 0, l'énergie mécanique vaut EC, AT égale 0, et l'énergie potentielle élastique, AT égale 0. Ensuite, ici, l'énergie cinétique est nulle, ça c'est la valeur que je connais. C'est pour ça que j'ai pris T égale 0, et 1,5 de kx max au carré. Je fais simplement l'application numérique, gardez bien l'abscisse en mètres, et vous trouvez 0,02 joules pour l'énergie mécanique. Question 1.4, à partir de l'enregistrement de la période de ce pendule, période propre, donc je vous rappelle juste que c'est la durée au bout de laquelle un phénomène se reproduit identique à lui-même. Donc là, moi j'ai réussi à prendre 2 fois la période, donc là on est sur 2 périodes qui valent 2 secondes, et donc la période vaut tout simplement 1 seconde. On va juste la noter
T0 puisqu'elle est notée T0 dans la suite. Question suivante, on vous demande du coup de déduire la masse du pendule élastique. Donc ici, j'écris simplement la formule qu'on nous donne dans l'énoncé, j'extrais la masse et je reprends la valeur que j'ai trouvée tout à l'heure, une seconde, K est donné dans l'énoncé, 4 pi carré. Il n'y a pas de problème, c'est une constante et vous trouvez 0,10 kg. La question suivante, on vous demandait quelle serait la longueur L d'un pendule simple qui pourrait avoir la même période que ce pendule élastique. Donc j'égalise simplement les deux périodes puisqu'on me dit qu'elles doivent avoir la même valeur. Donc j'écris la période de notre pendule élastique ici égale à la période d'un pendule simple de longueur L. Je simplifie tout ça, je réduis, je trouve L qui est égal à M fois G sur K. Je reprends la valeur de M qu'on vient de trouver tout simplement. Le reste est donné dans l'énoncé. Et on trouve une longueur de pendule de 0,25 m, c'est-à-dire 25 cm. Ce qui n'est pas totalement déconnant, 25 cm plutôt réaliste. Dans la deuxième partie, on vous demandait juste une petite étude sur le comportement de ces deux pendules, parmi trois hypothèses, laquelle pour chaque pendule est correcte. Donc pour le pendule élastique, T0 ne dépend pas de l'intensité de la pesanteur, puisque c'est 2π racine carrée de m sur k, ça ne dépend finalement que de la masse du système et de la constante de raideur du ressort, donc une propriété intrinsèque au ressort. Donc du coup T0 ne variera pas sur la Lune pour le pendule élastique, donc hypothèse 1. Par contre pour le pendule simple, c'est la question d'ailleurs que je vous avais posée en cours, T0 dépend de G, G est au dénominateur, si on passe sur la Lune, G diminue, donc T0 augmente. Donc c'est l'hypothèse numéro 2. Voilà pour la correction de cet extrait de DS.